Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. On va aujourd'hui vous parler de Go, un langage qui nous plaît bien. Parmi vous, combien il y en a qui ont déjà fait du Go, pour avoir une idée? Ouais, c'est pas mal, une petite moitié de salle. Et qui en font professionnellement? Donc quotidiennement en tout cas? Ça diminue un peu. Mais Beaucoup moins, ouais. Voilà, on est entre 5 et 10. Donc nous, on voulait vous parler de Go parce que tous les deux, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on en fait avec Gwendal, professionnellement, hein, donc vraiment tous les jours. Go, c'est un langage qui est sorti en 2009 pour la V1, donc qui commence à être bien mature et qui est relativement stable. C'est un langage qui évolue peu. Et donc on s'est dit que c'était le bon moment pour vous faire part un petit peu de nos apprentissages, de nos retours d'expérience principaux, pour vous accompagner ceux qui n'ont pas levé la main au début dans leur prise en main du langage, parce que si vous êtes là, c'est que j'imagine vous vous dites, tiens, peut-être moi, je pourrais le faire un jour. Donc on va essayer de partager les pièges qu'il faut éviter. Et puis pour ceux qui en font, c'est aussi ouvrir un débat. Donc on sera là au Meet and Greet ce soir. N'hésitez pas à venir nous voir et on pourra échanger sur tout ce qu'on a raconté si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ou au contraire, si vous êtes d'accord, ça nous fera plaisir aussi. Bien, moi je suis Benoît Masson, je suis développeur dans l'équipe domaine à OVH depuis 5 ans. Et je suis accompagné de Gwendal. Ouais, moi, c'est Gwendal Leclerc, du coup. J'étais historiquement dans l'équipe domaine depuis 8 ans. Je suis passé dans l'équipe pass interne à OVH. Voilà. Et je fais du Go depuis avant ça. On va commencer par les bonnes pratiques. Numéro 1, la structure de fichier. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas fait de Go ici. Voilà. Donc c'est un peu perturbant quand on vient du monde Java, par exemple, parce que il n'y a pas vraiment de normes sur la structuration des fichiers. Les recommandations, c'est commencer simple, donc un fichier main dans votre racine et complexifier au fur et à mesure. Donc il n'y a vraiment pas de normes. Globalement, ce qui se dégage, c'est faites pas de 15 millions de dossiers pour rien. Essayez de compacter quand vous en avez besoin, parce que le Go, c'est assez facile à refactorer par package. On peut avoir plein de fichiers, on peut avoir plusieurs structures par fichier, etc. Donc, commencez simple et découpez après. De toute façon, le compilateur sera vos amis. Voilà, il y a deux conventions, notamment côté des tests. Donc, les tests sont regroupés à côté des fichiers sources avec un underscore test. Donc le underscore test, c'est intégré. Donc voilà, il faut qu'il s'appelle underscore test. Et sinon, la seule convention de structure des fichiers qui est codée dans Go, c'est le package internal. Donc le package internal, ça permet de définir un package tous les packages qui sont en dessous ne pourront pas être importés en dehors du module sur lequel vous travaillez. Donc ça permet de scoper du code, à dire ce code-là ne sortira jamais de ce programme. Voilà. On va continuer avec les problématiques de nommage. Alors Go a la réputation d'être un langage de bas niveau, et donc parfois on se dit, du coup on a le droit d'utiliser des variables courtes d'une lettre commencée. Non, c'est pas vrai. Utiliser des noms explicites comme dans tous les langages du monde d'ailleurs. En fait. Alors, il y a quelques exceptions où c'est toléré, parce qu'en fait ce sont des conventions tellement fortes que les pratiques font que tout le monde appellera une erreur R, E2R, un contexte CTX, ou une variable de boucle quand vous itérez sur un tableau I. Ou il y en a quelques autres. Mais vraiment, nommez explicitement vos variables. De toute façon, vous avez un IDE qui va vous aider avec l'autocomplétion et vous n'allez pas perdre de temps. La façon d'exposer des symboles en Go, c'est simplement, vous mettez une majuscule au début du symbole. Si vous faites ça, il est public. Si vous faites une minuscule, il est privé. La règle, c'est pareil, ça rejoint pas mal d'autres langages, c'est a priori, faites simple, donc ne partagez pas. Mettez tout en privé, et puis vous exposerez quand vous en aurez besoin. C'est facile, c'est juste un renommage. Avec un petit warning sur les attributs de structure, ça c'est un peu plus pointu, mais c'est un piège dans lequel on est tous tombés. Quand vous serialisez un fichier, une structure, et que vous avez un JSON vide, c'est que vous avez oublié vos majuscules. Ça, c'est le piège classique. Et puis de la même façon qu'on peut facilement renommer les fichiers a posteriori, on peut facilement renommer les symboles. Donc voilà, commencez avec ce qui vous passe par la tête, et puis n'hésitez pas à renommer plus tard. Vous avez un language server qui va vous aider. Voilà. Un truc que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que en Go, depuis un petit moment déjà, il y a Go Embed. Donc Go Embed, ça vous permet en fait de stocker des fichiers. Donc ça peut être de la config, ça peut être des images, ça peut être du HTML, ça peut être plein de choses, directement dans le binaire qui va être produit à la compilation.
Donc il y a deux manières de faire de l'embed. Soit on prend on lui désigne un fichier, il va prendre son contenu, il va l'injecter dans une variable. Soit on peut avoir un espèce de file system virtuel, donc l'embed.fs, dans lequel en fait on va lui pointer un dossier et lui il va prendre tout ce qu'il y a dedans, il va le mettre dans le binaire et après il va le servir sur une espèce d'API de fichiers qu'on peut récupérer. Et du coup ça c'est intéressant, par exemple si vous voulez faire un tool qui embête une partie UI par exemple, en fait tout peut être contenu dans le binaire. Vous compilez le binaire et tout est là. Et surtout, c'est de checker à la compilation. Donc si jamais vous avez dit, là, dans ma variable string index, je dois mettre dist index.html, si le index.html n'est pas là, la compilation ne passera pas. Donc voilà, ça peut être utile. Ça peut être combiné aussi avec des build flags pour moquer, par exemple, les fichiers si vous voulez faire des tests, etc. Donc c'est assez puissant et c'est extrêmement facile. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Lui, il mérite son emoji cadeau. Ouais, lui. Les erreurs. Alors, les erreurs, c'est un gros sujet. Si vous débutez en Go, vous devez déjà en avoir marre des erreurs. Si vous lisez ce qui se passe dans la communauté Go, vous avez dû vous rendre compte que c'est quasiment le plus gros débat qui est sur le sujet. Bon, en fait, j'ai une bonne nouvelle, le débat, il est clos. Officiellement, il y a quelques semaines, les mainteneurs Go ont annoncé que ils étaient bien conscients qu'il y avait des débats sur la façon de gérer les erreurs en Go, qui est un petit peu verbeuse. Mais après 10 ans ou plus même de recherche de solutions pour rendre ça plus élégant, et qui n'ont jamais trouvé de consensus, ils ont dit maintenant on arrête, on fait avec ce qu'on a, qui est relativement satisfaisant aujourd'hui, hein, de mon point de vue en tout cas, de notre point de vue d'utilisateur. C'est un coup de main à prendre et en fait, le fait d'obliger les développeurs à être verbeux dans la gestion de leurs erreurs va permettre aussi de faire des traitements spécifiques. On va pouvoir encapsuler des erreurs, ça c'est depuis la Go 1.13, on va pouvoir faire des erreurs d'erreurs, ça c'est assez intéressant, ça vous fournit une stack derrière. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a plus de sujet. Les erreurs, elles sont là, si ça ne vous plaît pas, tant pis, il faut faire un autre langage. Moi, de mon point de vue, ce mécanisme d'obliger les développeurs à les gérer, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet d'avoir des erreurs riches, et de ne pas les oublier en route. Après, on a des pratiques qui sont des conventions Go qu'on retrouve dans d'autres langages. Faites des early returns, gérez tous vos cas spécifiques en premier à part pour les éliminer et puis avoir le cas nominal à la fin. Ça permet de réduire la complexité de votre code, de rendre les choses plus lisibles. Et n'utilisez pas les paniques, donc une sorte d'exception, entre guillemets, sauf éventuellement à l'initialisation du programme pour détecter les erreurs de développeurs. Mais ne vous appuyez pas sur les paniques pour les erreurs provoqué par l'utilisateur en cours de l'utilisation de votre programme. Ça va avoir des effets de bord un peu pervers. Potentiellement, vous allez planter votre serveur web, et ça, c'est pas drôle. Sauf si vous avez un cube derrière, mais ça, tout le monde ne l'a pas forcément. Voilà. Côté test, alors on est moins... c'est moins foisonnant que dans l'écosystème Java par exemple, mais il y a quand même il y a au moins les trucs de base. Donc on a les benchmarks intégrés, la couverture de code intégrée, le fuzzing et la parallélisation des tests, c'est directement embed dans le tool de test de Go. Les fameux fichiers underscore test.go qu'on a Voilà, le fameux fichier underscore test.go. Et en fait, on peut lancer des benchmarks, on peut faire des tests de benchmark directement dans le langage. Voilà. Et un truc que les gens ils ont tendance à oublier, c'est le testing M. Donc le testing M, c'est en gros c'est quelque chose qui va être lancé en amont de votre contexte de test et qui va se fermer après. Et du coup, globalement, ça peut servir pour faire des serveurs HTTP si vous voulez moquer des calls ou tester des SDK par exemple ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant et les gens en fait le 3/4 ils sont même pas conscients que ça existe. Voilà. Moi, je ne savais pas avant que tu fasses le slide. Voilà. Et en vrai, c'est assez puissant. Voilà. Et sinon, après, il y a différentes bonnes pratiques de test en Go. Donc, il y a le table testing qui est extrêmement répandu, intégré dans la génération de tests de vos IDE globalement, où en fait, on va décrire les cas de test comme étant un tableau de structure avec des arguments. Et en fait, après, on va exécuter ce tableau cas par cas en utilisant test run et en fait ça c'est bien parce que ça permet de paralléliser nativement les tests unitaires parce qu'en fait le test run il peut s'exécuter en parallèle. Voilà, et on a découvert, il y a des articles qui parlent de function testing où là du coup en fait c'est plutôt une fonction qu'on va définir et qu'on va appeler sur différents paramètres après. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, par contre en termes de lisibilité c'est vraiment sympa.
Donc voilà, c'est des liens, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Dans les deux cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça permet de lister ces tests de façon un peu déclarative. Donc c'est facile d'en rajouter, c'est facile de comprendre ce qu'ils font nos tests en fait. On sort le code vraiment du input-output. C'est vrai que du coup, plutôt que de faire une fonction je teste ce cas-là, puis je teste ce cas-là, puis je teste ce cas-là, là on a une fonction de test et en fait les cas c'est une struct dans une liste et en fait si vous avez un cas à tester de plus, bah, vous rajoutez un élément dans la liste. Voilà. Alors ça, c'est ma partie. Ouais. Hop, je te prends la télécommande. Merci. Effectivement. Ça, c'est la partie que j'aime bien, parce que c'est tous les trucs qu'il y a en Go qu'on se dit, est-ce que vraiment il fallait les mettre? Donc on va pouvoir discuter un petit peu. Alors la première chose, c'est l'interface vide, qui a été renommée en Any en Go 1.18 avec l'introduction des génériques. C'est l'équivalent du void étoile lancé, en gros c'est un type qui recouvre tous les types. Donc dès que vous en mettez dans vos signatures de fonctions, vous cassez le typage. Donc forcément, pour un langage fortement typé, c'est un peu dommage, vous vous privez finalement d'une de ses fonctionnalités principales. Donc ne l'utilisez pas. Éventuellement, en paramètre de fonction, on pourra en discuter si jamais vous voulez prendre tout un tas d'objets, enfin, c'est un sujet un peu particulier. Si vous n'avez pas le choix, parce que vous utilisez une bibliothèque externe qui les nécessite, typiquement le contexte, là, comme l'exemple qu'on voit, bah, ce qu'on vous recommande, ça va être d'encapsuler ça dans une fonction typée et de gérer toute la partie de perte de typage à l'intérieur de cette fonction. Et vous n'utilisez que la fonction typée. Ça va permettre de masquer cet aspect-là. Les génériques, on l'a un petit peu abordé. Ça, c'est le deuxième gros sujet de Go. Et pareil, il est réglé depuis 2 ans, depuis que les génériques ont été introduits dans la version 1.18. Pourquoi on l'a mis dans cette partie? Parce qu'en fait, si vous ne les utilisiez pas, bah, pas de souci, votre code marche toujours, c'est rétrocompatible. Et si vous avez envie de les utiliser, eh ben en fait, sans doute que vous le faites déjà sans vous en rendre compte, parce que l'utilisation des génériques se fait de façon complètement transparente en tant qu'utilisateur. Vous allez les rendre explicites uniquement dans les bibliothèques de calcul génériques. Et en général, vous ne les développez pas, ces bibliothèques, vous les prenez sur l'étagère. Donc c'est un peu la même chose avec les itérateurs qui sont arrivés l'an dernier. Ce sont des choses qui existent, qui permettent de faire plein de trucs sympas, mais en fait, vous les utilisez sans vous en rendre compte. Alors, les channels, ça c'est un gros sujet. Go a été introduit avec un des objectifs était de simplifier la partie concurrence, la programmation concurrente. Donc c'est très facile de lancer dans ce qu'ils appellent des go-routines, donc des coroutines, des threads légers, on va dire, avec juste un mot-clé. Et pour la partie synchronisation, ils ont introduit un mécanisme de channel, donc un tuyau dans lequel vous pouvez soit lire, soit écrire, qui est thread safe. Le problème, c'est que ce truc-là, en fait, et donc on est censé n'utiliser que ça comme primitif de synchronisation. Le problème, c'est que ce n'est pas très naturel. Toutes les structures de synchronisation qu'on a l'habitude d'utiliser ne sont pas toujours évidentes à modéliser avec des channels. Et c'est vraiment une grosse source de bugs, les channels, parce que vous allez faire un double close, parce que vous allez à un moment avoir un truc qui écrit, un truc qui est en attente d'écriture, un autre qui est en attente de lecture. Ça va faire des deadlocks. C'est très difficile à débugger. Nous, au quotidien, on ne les utilise quasiment pas et on se demande si réellement on en avait besoin des channels. Donc, privilégiez les primitifs de plus haut niveau, les mutex, les white groups, ceux-là, ils sont super utiles. Et si vous avez absolument besoin de channels, même remarque, faites-le dans une fonction, dans un package dédié, utilitaire, pour lequel vous exposez une signature qui ne contient pas les channels et que vous allez par contre tester unitairement de façon très, très costaud pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, dans le framework de test natif intégré à Go, vous avez un -race qui va vous permettre de forcer les race conditions quand il peut y en avoir. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre de forcer tous les cas un peu pénibles. Dernier point, les frameworks. Ça, c'est... En général, il n'y a pas besoin de framework en Go. Donc, il y a eu des tentatives pour en faire. Ils n'ont jamais vraiment pris. Les développeurs Go préfèrent partir de peu de choses, recoder des éléments simples ou prendre des petites bibliothèques, mais un peu atomiques, qui s'adressent à un besoin précis. On n'aime pas les frameworks qui font le café. Donc évidemment, ça n'empêche pas d'utiliser des bibliothèques externes, voire des choses qu'on pourrait considérer comme des frameworks. Nous, par exemple, on utilise énormément Echo pour nos serveurs HTTP. Echo, c'est presque un framework, en fait. Il fait plein de trucs. Il va faire du routage, il va gérer les middleware. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, mais bon, il y a plein de choses dedans. Mais il est vraiment centré sur la partie HTTP. De la même façon, pour la DB, vous pouvez avoir des ORM que vous pouvez utiliser, mais par contre, on ne va pas avoir de framework type Spring qui va tout faire tout seul.
Et ce qui est intéressant, c'est le dernier point, c'est qu'en fait, quand vous avez une bibliothèque externe comme ça, qui commence à avoir pas mal de succès, à être bien utilisée, on se rend compte au bout de quelques années que les mainteneurs Go vont l'intégrer, en tout cas intégrer la fonctionnalité nativement dans le langage. Ça, c'est ce qu'on a vu par exemple pour les logs. Il y avait une bibliothèque de logs qui s'appelait Logrus qui était vraiment majoritaire et qui a été intégrée d'une certaine façon dans une bibliothèque standard slog. Le routeur HTTP, pareil, était très peu puissant au début, puis petit à petit, il a géré plus de choses. Maintenant, on peut parfaitement faire du routage HTTP avec le routeur natif. Et je te laisse terminer. Ouais, ça, c'est moi, ça. Du coup, là, on va voir quelques trucs un peu sympas. Donc déjà, un truc qu'on n'a pas mentionné et qui a fait débat pendant des années aussi, c'est la gestion des dépendances. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est passé par plein de trucs, donc dossier vendor, outils externes. Il y a même eu un POC officiel qui a été déprécié assez rapidement. Il a duré 2 ans, le machin. Et en fait, aujourd'hui, ils ont introduit les Go modules. Donc les Go modules, c'est la manière de gérer les dépendances aujourd'hui en Go, officielle. Il n'y en a pas d'autres. Et elle a un parti pris qui est un peu spécial, pas forcément évident à comprendre. Par contre, le vrai intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs versions d'une lib en parallèle sans que ça pose aucun problème. Parce qu'en fait, par défaut, c'est 2 packages différents. Donc c'est 2 packages incompatibles entre eux. Donc vous le verrez direct. Si jamais vous essayez d'utiliser des objets de la V1 dans la V2, par exemple, ça ne marchera pas. Le compilateur, il va vous tège. Donc c'est intéressant. Et en fait, ça pose... Vraiment, il ne faisait pas l'unanimité, un Go module à la base. Et en fait, aujourd'hui, c'est un non-sujet. Les gens, ils n'en parlent plus. Donc moi, je considère qu'en fait, ils ont trouvé une bonne solution. C'est fini, là, il va marquer 10. Ouais, en fait, comme tout bon top 10, on n'est pas à 10. Voilà. Du coup, petit package indispensable. Donc il en a parlé, log-slog pour les logs structurés. Donc ça, c'est des packages officiels. Slice et map, donc ça a été introduit avec les génériques. Ça permet d'avoir toutes les fonctions utiles sur les slices et les maps. Et après, il y a quelques trucs, les Golang X5. Donc ça, c'est les X quelque chose. C'est pas de la lib standard, mais c'est des librairies supportées par l'équipe officielle et qui sont en phase en fait de rentrer plus ou moyen terme dans la lib standard. Donc il y a énormément de trucs intéressants, notamment les erreurs group. C'est comme des wait groups, mais qui gèrent les erreurs. C'est vraiment très pratique. Et les sémaphores et d'autres trucs un peu sympas, le single fly par exemple. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais je sais que c'était très bien. Voilà. Après, on a parlé du retour HTTP. Et pour les tests, voilà, on a dit il y a plein de trucs dans la librairie test, mais il y a aussi, pour le coup, là, c'est des vrais frameworks, on ne peut pas dire autre chose. Testify, ça vous rajoute des suites de tests, ça rajoute des mocks, ça rajoute tout un tas de trucs. En tout cas, là, on n'est plus dans la lib standard. Voilà, mais là, on n'est plus dans la lib standard. Et Mockery, ça permet de générer des mocks à partir d'interfaces. Donc, c'est quand même, les deux ensemble, ils marchent très bien. Et un autre petit sympa qui est là depuis le début, qui a été fait par Dev Cheney, c'est GoSpew. Et en fait, c'est tout bête, c'est comme un print, sauf qu'en fait, il a une tête tellement bizarre qu'on le voit direct dans les logs. Voilà, et c'est facile. Ce qui est intéressant, c'est que à GoSpew, en fait, il y a quand même très très peu de chances que dans votre code, vous ayez marqué volontairement spew. Spew, ça veut dire cracher. Du coup, globalement, repérer les println qui sont legit ou pas legit, c'est un peu compliqué. Quand vous avez un spew, vous le cherchez. Si vous en trouvez, vous savez que vous pouvez le virer et qu'il n'a rien à faire là. Voilà. Et sinon, après, pour tout ce qui est écosystème, outils indispensables, aujourd'hui, il y a 2 gros IDE majeurs, c'est VS Code et Goland. Donc VS Code, Microsoft, tout ça. Et Goland, c'est JetBrains. Voilà. Et sinon, après, il y a des plugins pour Vim, il y a probablement plugins pour Emacs aussi. Voilà, c'est un peu partout. C'est quoi Emacs ? Pardon. Voilà. Il y a un linter. En fait, le linter, c'est pareil, c'est un sujet qui n'est pas clos, mais il est là. Il y en a eu plusieurs. Et là, aujourd'hui, le standard, c'est Golang CI lint. Donc, c'est un meta-linter. Donc, le principe, c'est qu'en fait, il agrège plein de petits linters et il les formalise de la même manière pour qu'en fait, en sortie, vous ayez un truc standardisé. Voilà, c'est intégré dans le plugin VS Code, par exemple. Et un truc que beaucoup de gens n'utilisent pas, alors que bon, il marche super bien, c'est Delve. Donc Delve, c'est le debugger Go, c'est un debugger Go qui est supporté nativement par les IDE qu'on a parlé au-dessus et du coup qui permet vraiment de débugger du ligne par ligne et il marche très bien aujourd'hui. Voilà.
Merci pour Merci votre pour attention. ouais. Le QR code pour les feedbacks. Et si vous avez des questions, on a 5 minutes. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. En tant que Ops non dev, j'aimerais me mettre à Go parce que j'aimerais faire un petit opérateur Kubernetes. Donc le choix de Go s'impose un petit peu. Et déjà, tout ça, c'est intéressant pour mettre le pied à l'étrier. Et je me demandais s'il n'existait pas un framework pour ça. Bon, vous avez répondu à la question. Peut-être des librairies ou des conseils Je pense que tu auras beaucoup d'exemples sur le net si tu veux faire un opérateur cube précisément, parce qu'il y en a plein qui ont fait des opérateurs cube. Et je me demande même si c'est pas limite dans la doc de cube. Donc ça devrait pas être très compliqué. Mais non, je pense pas que tu aies de trucs tout faits aujourd'hui vis-à-vis de ça. Après, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans le langage et que j'aime toujours, même 10 ans après avoir commencé, c'est que ça reste un langage très simple. Tu as fait du JavaScript, tu sais faire, tu as fait du Python, tu sais faire, tu as fait du Java, tu sais faire. En fait, il n'est pas compliqué le langage, il n'a pas de feature touchy. Les seuls qu'il a, nous on est en train de dire faut pas les utiliser parce qu'en fait vous allez complexifier la vie pour rien. Donc en vrai, si vous faites des trucs basiques, globalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ok, merci. Lancez-vous. Et c'est prod ready. Hein. Enfin, pour tous les gens qui se poseraient la question de est-ce que Go c'est prod ready, machin, ça fait 10 ans que j'en fais. Kubernetes c'est en Go. Voilà, OVH donc la boîte dans laquelle on est, il y a quand même beaucoup de Go. Donc oui, c'est prod ready, ça tient et ça marche très bien. D'autres questions ? Merci pour le talk. Pour avoir fait un peu de Go en projet perso, principalement sur de l'API REST, moi j'ai toujours ce moment où quand la code base devient un peu large, je trouve ça compliqué. Est-ce que vous, chez OVH, vous avez des cas de repo en Go qui sont vraiment conséquents et comment vous naviguez là-dedans ? Ouais, alors. On va parler peut-être de notre équipe, mais je ne sais pas si toi tu connais les autres. Je sais que chez nous, ce n'est pas le cas. On fonctionne en microservices. Donc, on a une architecture en couche, ce qui fait que c'est des packages qui sont bien compartimentés. Alors, on a peut-être une exception. La gestion des backends, où on a eu des trucs un peu compliqués et on s'est retrouvé à avoir on avait des couches horizontales avec beaucoup de fichiers dedans. On a retourné le truc. On l'a fait en vertical, donc plutôt beaucoup de packages avec tous les fichiers au même endroit. En verticalisant, ça nous a aidé un peu. Donc effectivement, c'est des problèmes qui peuvent se poser, mais c'est incomparable avec tout ce que j'ai pu voir dans d'autres langages. Hein. Il y a zéro boilerplate en Go. C'est ça qui est cool. Ouais, et en fait, changer la structure de horizontale à verticale, on l'a fait de manière ultra sereine en fait. Parce que globalement, on n'a pas changé les signatures, on n'a pas changé les trucs, on a éventuellement renommé les packages. Mais globalement, le compilateur, tant qu'il passait pas, c'est que c'était pas fini. Et puis voilà, on l'a fait en one shot et c'est pas très compliqué. Et quand tu fais du service comme ça HTTP, après moi on a délimité les périmètres métiers par microservices. Enfin, c'est pas des micros, c'est des macro services métiers. Et du coup, en fait, ça fait qu'ils grossissent jamais énormément non plus. Après, à OVH, maintenant que j'ai un peu plus de recul, il y a des gens, ils font du monorepo en hexagonal. Voilà, c'est un peu plus velu, mais ils y arrivent aussi. Donc, non, t'as moyen de faire. Et si jamais la structure te plaît pas, vu qu'il n'y a rien de conseiller ou machin, il n'y a pas quelqu'un pour te dire c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, si jamais ça vous pose problème au quotidien, tu refactes, ça va te prendre une demi-journée grand max, et tu pars sur des bases plus saines après, quoi. Et tu peux le faire plusieurs fois dans la vie d'un projet, c'est pas très grave. Merci. On arrive au bout. Encore merci. J'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer. Et voilà, encore une fois, à votre disposition pour en discuter tout à l'heure ou ce soir.